suffit. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis dans le Grand Journal sur Radio J. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous revenez d'abord en ce lundi, Alexis, sur la critique faite ce week-end par Marine Le Pen contre Emmanuel Macron en déplacement au Sénégal. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a fustigé le mépris du chef de l'État, selon elle, contre la population africaine mais aussi contre les Français. C'est pas nouveau, bien sûr, de parler d'un Emmanuel Macron hautain, banquier hautain, etc. C'était le lexique même, avec toutes les ambiguïtés qu'il charrie des Gilets jaunes. Néanmoins, comme vous le savez, souvent, les lexiques ambigus renvoient à des réalités, en tout cas des réalités perçues. La politique, c'est aussi une affaire de perception, de représentation, comme nous le disons souvent ensemble dans nos échanges. Voilà. Et donc la présidente, l'ex-présidente du Rassemblement National, présidente du groupe RN, puissant, 89 députés à l'Assemblée, sait très bien ce qu'elle fait quand elle fait ça. D'abord, c'est intelligent parce que elle s'adresse à des Africains qui ont le sentiment, à tort ou à raison, mais que la relation avec la France, c'est compliqué. J'ai d'ailleurs récemment rencontré les ambassadeurs dans un cadre professionnel du Sénégal et du Bénin. Je peux vous dire qu'on sent très bien, si vous voulez, que ces pays regardent aussi vers d'autres alliés potentiels, notamment Israël, même s'ils ne le disent pas forcément officiellement, mais enfin c'est la réalité. La France, bref, déçoit. Et donc, quand elle est à Dakar, quand elle répond à une télévision locale, Marine Le Pen, c'est évidemment cela. Elle a ça en background. Mais aujourd'hui, quand on répond à une télé à l'étranger, on s'adresse aussi aux Français et aux potentiels électeurs français. Et donc, qu'est-ce qu'elle leur dit ? Elle leur dit, ne croyez pas une seconde, je décrypte, ne croyez pas une seconde que le président de la République aurait changé depuis l'époque des Gilets jaunes et ensuite du grand débat. Ce qui était un peu la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. On est bien d'accord, c'est-à-dire un nouveau Macron est arrivé. Nouvelle méthode. Voilà, plus dans une forme d'horizontalité démocratique, conscient qu'il n'a pas forcément une majorité automatique au Parlement, donc plus apte à discuter avec les partenaires sociaux, etc., etc. Les grands féodaux des grandes villes, etc., mettre les gens autour de la table et faire comme dans une sorte de banquet républicain de la Troisième République où on est à égalité, Et donc, évidemment, elle l'attaque sur le point faible. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais sur la perception que beaucoup de Français peuvent avoir, notamment en cette semaine de mobilisation contre la retraite à 64 ans, d'un homme qui, c'est plus fort que lui, quoi. Ça serait sa nature. Il ne peut pas changer parce qu'il a été forgé dans la matrice d'une oligarchie, qui pense le monde sur un certain mode, notamment, évidemment, le libéralisme européen, etc. Et il ne peut pas abandonner ça. C'est ça, au fond, le message qu'elle fait passer. Et en gros, ça dit quoi de Marine Le Pen par rapport à cette image représentée d'Emmanuel Macron ? Ça dit qu'elle veut plus que jamais être la représentante monopolistique, en quelque sorte, des attentes du peuple. En tout cas, c'est ce que vise son parti avec les gens avec qui elle travaille, Jordan Bardella, etc. Et ça dit aussi que, on va finir par ça, cette évocation, que du côté de la Macronie, il y a une prise de conscience aussi, je crois, qui sont obligés d'aller à nouveau au peuple. Pas forcément pour faire du populisme, il ne s'agit pas de faire du racolage vulgaire, comme a pu en faire Nicolas Sarkozy dans une de ses campagnes, mais il s'agit de se remettre au centre du jeu en allant à égalité parler aux populations. Je vous rappelle, je le dis souvent, Marc Bloch, Les Rois thaumaturges, ça a laissé des empreintes, si vous voulez, mnésiques, j'allais dire, dans la psyché française très profonde. Le roi, le souverain, et au fond un président l'est à sa manière, dans la représentation symbolique, doit savoir aller parler à égalité, j'allais vous dire talmudiquement visage à visage, avec les plus humbles de ses concitoyens, sans laisser passer le fait qu'il serait au-dessus, si vous me passez l'expression. C'est pas donné à tout le monde. Entre nous, les grands politiques savent le faire. J'ai cité Sarkozy, c'est incontestable qu'il a su le faire dans sa carrière. Il n'est pas le seul. Emmanuel Macron, je crois, devra, dans les mois qui viennent, renoncer à la communication institutionnalisée pour se prêter à nouveau à des exercices, évidemment millimétrés, mais qui témoigneront de sa capacité à se mettre de plein pied avec toutes les Françaises et tous les Français. Alexis, autre événement du week-end, la célébration du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz en ont profité pour s'exprimer sur l'éventuelle livraison de chars lourds à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez retenu, Alexis, de cette séquence marquée notamment par un conseil des ministres franco-allemand ? Voilà, puis un colloque hier à la Sorbonne, etc. Ils veulent réaffirmer, contre tous les discours eurosceptiques, on va faire très vite, Steve, la solidité, la permanence, la consistance de la communauté de destin
de part et d'autre du Rhin, entre la France et l'Allemagne, partenaire s'il en est, cheville ouvrière s'il en est. La locomotive franco-allemande. Voilà, de l'Europe et de la construction européenne au sens large, qui n'est pas seulement une construction politique, mais qui est aussi une construction philosophique, si vous voulez, depuis la fin des années 50, le début des années 60. Ça, c'est le premier point. Mais vous avez raison d'y insister que par-delà les enjeux énergétiques, je vous passe le détail sur l'hydrogène, etc., c'est au cœur, en réalité, bien sûr, d'une partie de leurs préoccupations communes, il y a la volonté d'affirmer une position sur l'Ukraine. Alors, cette position, je vous l'ai souvent résumée, je ne la juge pas. Le président ne veut pas, c'est clair, contre, disons, on va dire un certain nombre de libéraux qui sont plus du côté d'une forme d'atlantisme assumé. Il ne veut pas que l'aide à l'Ukraine se solde par une extension du conflit. Au fond, il est clausewitzien à sa manière, je vous l'ai souvent dit, il craint une montée aux extrêmes. Et donc, de ce point de vue-là, il est finalement assez en accord avec la position allemande de Scholz, qui est « on y va mollo ». Notamment autour de la livraison des chars lourds allemands on y va mollo. Léopard. On y va mollo. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend, même s'ils ne l'ont pas redit hier, que c'est évidemment, ils misent sur la fatigue de la Russie, qui, il est vrai, se fatigue, et peut-être la volonté secrète, non assumée, de Vladimir Poutine de s'asseoir à la table des négociations. Et alors, Alexis, qui a quelques instants avant le début du journal, la Pologne a annoncé qu'elle allait demander à l'Allemagne son accord pour livrer des chars Léopard, des chars lourds donc allemands à l'Ukraine. Voilà. Ce qui met la pression sur Berlin. C'est clair, de plus en plus. Position donc difficile à tenir, sachant que, par ailleurs, des voix nombreuses se lèvent dans nos pays. Je pense hier encore à Manuel Valls, pour dire non, il faut qu'on aide encore plus les Ukrainiens. Je pense aussi à Bernard-Henri Lévy, qui exprime avec brio cette position. Mais ça passe par la livraison de chars lourds qui ferait monter. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas. Vous voyez, mais je sais que le débat existe et je vous en fais part. Et je sais aussi que Macron freine des cas de fer, en réalité. Alexis, vous vouliez également réagir. On revient à l'actualité nationale et de politique intérieure. À cette annonce ce week-end d'Éric Zemmour sur Twitter, le président de Reconquête assure que son parti compte désormais plus de 100 000 adhérents, ce qui en fait le premier parti de France. Véridique tout ça ? Totalement véridique. Pourquoi ? C'est très simple. Ils ont passé, donc je crois que c'était pendant la première semaine de janvier, la barre symbolique des 100 000 adhésions. Vous savez qu'un parti, tous les ans, il faut qu'il fasse... Un jour de cotisation. Voilà, il faut qu'il remette ses adhérents à jour de cotisation. Donc ils ont passé cette barre des 100 000, c'est vérifié par huissier. Donc il ne peut pas y avoir de contestation. Les huissiers vérifient. Là, franchement, vous ne pouvez pas tricher. Donc effectivement, numériquement, Reconquête est aujourd'hui, en tangentant les 105 000, en fait, à l'heure où nous parlons tous les deux, de facto le premier parti de France. Pourquoi ? Regardez les chiffres de LR, consternant. Regardez les chiffres du Rassemblement National, pas consternant, mais en fait ça fluctue entre 40 et 65 au moment des élections. Plutôt 40 quand il n'y en a pas. Donc en réalité, vous voyez, c'est... Bon, je vous parle pas. Comment vous expliquez la capacité de séduction Je ne vous parle pas du Parti Socialiste, et je ne vous parle pas de Renaissance, qui est en fait une coquille vide, sympathique, mais utilisée uniquement par les macroniens au moment des élections. Alors il y a 3 éléments. Quand on est zémourien, on croit au zémourisme, vraiment. C'est-à-dire on est investi. On pense qu'il y a effectivement une solution du côté de cette droite que, à titre personnel, je qualifie de bonapartiste libéral. Bonapartiste sur le plan du régalien, ou ultra-bonapartiste, si vous voulez. Et libéral sur le plan économique. On vient d'en avoir une illustration, d'ailleurs, avec les retraites, où Zemmour se range à la position des 64. Deuxièmement, je pense que c'est des gens aussi, pour beaucoup, ils se projettent. C'est-à-dire, ils se disent, c'est pas uniquement là maintenant. C'est le débat d'idées qui compte. Au fond, ils sont gramscistes, si vous voulez. Et ils se disent, dans 5 ans, au train où vont les choses, la France, elle en sera un moment où les solutions que propose Éric Zemmour, pas seulement sur le régalien d'ailleurs, les solutions politiques aussi. Sur lesquelles on entend moins. Oui, mais seront valides. Je finis là-dessus. Il y a au fond, il y a 2 piliers, on sent bien, chez Reconquête, qui sont en train de développer. C'est toujours, disons, l'idée, j'allais dire, déjà développée par le candidat Éric Zemmour l'an dernier, de l'alliance des droites. C'est-à-dire, l'avenir, c'est qu'effectivement, on puisse se parler, qu'on puisse parler à Bardella, qu'on puisse parler à Ciotti, qu'on puisse parler à Wauquiez, etc. Peut-être un jour, pour former une force qui, sur le modèle de l'Italie par exemple, constituerait une alternative au néo-centre libéral et européen qu'Emmanuel Macron a préempté en empêchant au fond la gauche républicaine classique, comme la droite républicaine, de véritablement exister de manière autonome par rapport au château. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'allais dire, il est encore plus fondamental. Ouais. Moi, je regarde un peu, c'est mon métier, je regarde un peu ce que fait Éric Zemmour depuis, on va dire, un mois, depuis le 1er janvier. Il va dans les territoires, il va voir les commerçants, il va voir les boulangers, il va voir les artisans, il va voir les paysans. Autrement dit, je vais le dire dans mon langage, il va sur les brisés du RN.
il fait ce que ces partis font moins finalement, tout en voulant représenter le peuple. Et donc là, vous retrouvez un truc qui est, j'allais dire, une des constantes de Reconquête. Alors on y croit, on n'y croit pas. Moi, je pense que les adhérents, ils y croient. C'est l'alliance de classe. C'est-à-dire, on changera vraiment la situation de la France. Alexis. On reprendra le pouvoir, se disent-ils. Je ne parle pas de mes convictions à moi. Ouais. On reprendra le pouvoir, se disent-ils, véritablement, on reprendra la maîtrise de notre destin si nous parvenons à faire en sorte que les Français, de conditions sociales, géographiques, religieuses, très diverses, se rassemblent autour d'un projet d'alternative. Ce projet d'alternative, dans la matrice d'Éric Zemmour, il passe par l'alliance d'un peuple, aujourd'hui précarisé par la globalisation, lessivé par la centrifugeuse de la globalisation, et une bourgeoisie qui n'en peut plus du laisser-aller et laisser-faire du macronisme. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Merci à vous. Merci à vous, et à cher lundi Steve. prochain. Merci.